Angela Davis. Son nom évoque tellement de choses. Aujourd'hui, on plonge dans sa vie, une vie de combat, une histoire de résistance qui a littéralement été forgée dans le feu. Alors, pour comprendre, il faut revenir au tout début, à son lieu de naissance, Birmingham, en Alabama, et plus précisément dans un quartier, ou non, assez évocateur, Dynamite Hill. Dynamite Hill, pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement à cause des bombes, celles du Ku Klux Klan, qui menaient des attentats terroristes racistes. Imaginez un peu. Grandir là-bas, c'était savoir dès l'enfance que la survie n'était jamais acquise. Alors voilà, en quelques dates clés, le parcours qu'on va suivre. De sa naissance en 44, en pleine ségrégation, jusqu'à son acquittement en 72. Entre les deux, une ascension, une accusation et la naissance d'une icône. Première partie donc, on va voir comment cette enfance a forgé la militante qu'elle est devenue. Parce que, il faut bien le dire, Dynamite Hill, ce n'était pas juste une métaphore, c'était la réalité d'un quartier de la classe moyenne noire qui était la cible directe du KKK. On parle d'attentats à la bombe, d'une violence systématique, juste parce que ces familles essayaient de construire leur vie. Et cette phrase, elle dit tout. Pour la jeune Angela, l'injustice, c'était pas un truc qu'on lit dans les livres, non. C'était le bruit des explosions, la vue des maisons en flammes. C'est de là, de ces cendres, que sa détermination est née. Face à cette brutalité, quelle a été sa réponse? Le savoir. Et ça, c'est la deuxième partie de son histoire. Comment elle a transformé son intelligence en une arme redoutable. Et quand on dit une arme, le mot est bien choisi. Elle n'a pas juste étudié, elle s'est forgé un véritable arsenal intellectuel. Elle va piocher partout. La philo en Europe, Marx, Marcus, les penseurs de la décolonisation comme Fanon. Et bien sûr, elle plonge dans le Black Power, elle explore le féminisme, elle connecte tout ça. Et c'est ça son idée maîtresse, le truc qui va tout changer. Elle comprend que tout est lié. Le racisme, la classe sociale, le sexisme, ce ne sont pas des luttes séparées, non. Ce sont les tentacules d'un même monstre, d'un seul et même système d'oppression. Et à l'époque, cette idée est complètement révolutionnaire. Ok, une intellectuelle brillante, une professeure. Mais alors Comment est-ce qu'on passe de ça à ennemi public numéro 1? C'est la question qui nous amène au cœur de l'affaire. Et nous voilà dans la troisième partie, le moment où la machine de l'État va se retourner contre elle avec une violence inouïe. Mais ça va aussi déclencher une réaction mondiale. D'un côté, on a la vision de l'État, elle est trop dangereuse, trop influente, bref, trop libre. Et de l'autre, la réalité de son combat. Elle parle du système carcéral, elle se bat pour la justice, elle demande un vrai changement. Son crime, en fait, c'était sa parole. Et là, tout s'accélère à une vitesse folle. En 1969, hop, on la vire de son poste de prof. Juste après, on l'accuse à tort dans une affaire criminelle. Et en 1970, le coup de grâce, elle se retrouve sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI. Cette affiche, elle va faire le tour du monde. C'est l'une des affiches Most Wanted les plus célèbres de l'histoire. L'intellectuelle est devenue une fugitive. La chasse à la femme est ouverte à l'échelle de tout le pays. Sauf que la riposte est immédiate, et elle est mondiale. Un slogan simple, 2 mots, Free Angela. Ce cri va résonner partout, bien au-delà des États-Unis. Il devient le symbole de toute une génération. Le soutien est juste énorme. On parle de plus de 200 comités rien qu'aux États-Unis, et des dizaines d'autres partout sur la planète. On a compris que ce n'était plus le procès d'Angela Davis, c'était le procès de tout un système. Et cette mobilisation, elle a payé. En 1972, après un procès qui a tenu le monde en haleine, le verdict tombe. Acquitté. Libre. C'est une victoire monumentale de la mobilisation populaire face à la toute-puissance de l'État. Mais attention, sa libération, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début d'autre chose. Et c'est ce qu'on va voir dans notre dernière partie, son héritage et ses combats qui continuent aujourd'hui. Parce que non, elle ne s'est pas retirée de la vie publique. Loin de là, elle a continué le combat, sur tous les fronts. Le racisme systémique, bien sûr, le sexisme, les inégalités, les violences policières, et surtout ce qu'elle a aidé à théoriser, le fameux complexe carcéro-industriel. Au fond, son rôle, c'est peut-être ça le plus important. Elle est devenue la voix de ceux qu'on n'entend jamais, la voix de ceux que l'on juge avant même de les écouter. Elle a donné des mots, une théorie, à la souffrance de millions de personnes. Et pour finir, cette phrase résume tout parfaitement. Elle n'a jamais voulu être une star, une célébrité. Ce n'était pas son but. Ce qu'elle a toujours cherché, c'est la vérité. Une vérité qu'elle continue encore aujourd'hui de nous offrir. Et c'est cette quête qui continue d'inspirer partout dans le monde ceux et celles qui refusent de baisser les bras face à l'injustice.